Bon après-midi. En tous les cas, vraiment, on est très très heureux de voir qu'il y a autant de monde, alors que, comme l'a dit la présentatrice, il fait froid, il pleut un petit peu même. Et bravo, bravo d'être venu, d'avoir le courage d'être parmi nous. Écoutez, s'il y a un sujet dont on parle à l'heure actuelle de plus en plus, c'est ce problème de la conservation de la mémoire. C'est un problème qui devient aigu pour ce qui concerne en tous les cas la Shoah, puisque bon, c'est la loi de nature, les derniers témoins disparaissent peu à peu. J'ai moi-même écrit en 2004 à la demande du consistoire de Joël Mirgui un ouvrage qui s'appelait à l'époque « Les derniers témoins, paroles de déportés ». Quand je le feuillette, je m'aperçois effectivement qu'une bonne partie des personnes que j'ai interrogées à l'époque disparaît. Le tout dernier récemment, Adi Fuchs, que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui est mort il y a quelques jours. Et donc, effectivement, il faut absolument, car il y a des gens qui se posent la question, qui se disent, voilà, dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce qu'on parlera encore de la Shoah ? Est-ce qu'on évoquera les camps ou est-ce que c'est fini, ça partira, ça disparaîtra? C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que, voyez vous-même, comme le monde vit à une vitesse de plus en plus effrénée, un événement chasse l'autre. Qui aurait pensé que tous les jours en ce moment, on ne parle que des gilets jaunes et on oublie un petit peu tout ce qui se passe dans notre pays et tout ce qui s'est passé. Et alors, concernant plus particulièrement l'Afrique du Nord et encore plus particulièrement la Tunisie, parce que des trois pays d'Afrique du Nord, la Tunisie est celui qui a, disons, le plus, entre guillemets, souffert de l'occupation allemande, puisque alors que les deux autres pays n'ont pas eu à subir une véritable occupation, la Tunisie est le seul pays d'Afrique du Nord à avoir pendant 6 mois, ce que j'appelle dans l'un de mes ouvrages 6 mois sous la botte. Non, pardon, ça c'est le titre de l'ouvrage de Guez. Je dis les Juifs de Tunisie sous la botte allemande. La Tunisie a connu 6 mois d'occupation dont nous allons bien entendu parler puisque ces messieurs ont écrit des ouvrages autour de ce thème très important. Et là aussi, on peut se dire, est-ce que ça va rester ? Est-ce que ça va pouvoir rester dans les mémoires? Moi, je vois au niveau de mes enfants et de mes petits-enfants, ils n'en savent plus grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Et comment faire alors? Comment faire? Je crois que malgré le fait que l'on dit ici et là que le livre papier va disparaître, moi je crois que non. Je crois que le livre papier a encore un bel avenir devant lui. La preuve en est, malgré l'Internet, malgré les systèmes de tout genre qui existent aujourd'hui pour permettre une certaine forme de culture, le livre façon ancienne, le livre papier continue d'exister et j'en prendrai pour preuve le fait que nos amis continuent de publier des ouvrages et précisément sur le sujet qui nous intéresse et dont nous allons bien sûr parler cet après-midi pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, car tout le monde n'a pas connu cette époque. Voyez-vous, avant de venir, j'ai été contacté par la chaîne I24 qui m'a dit « Monsieur, vous avez écrit un livre sur l'occupation allemande en Tunisie. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques noms de personnes que nous pourrions contacter parce que nous allons faire un sujet sur cette conférence du 10 février. » J'ai dit « Écoutez, monsieur, je prends mon livre une seconde. » J'avais à l'époque interrogé 56 témoins. Et je vous avoue que je n'avais pas fait attention, mais j'en ai eu la chair de poule en prenant
les noms les uns derrière les autres. Il dit non, celui-là il est mort, celui-là il est mort, celui-là il est mort. Et donc je me suis rendu compte que ne restait comme témoin possible que des gens qui n'étaient pas nés dans les années 10, dont j'ai des témoins, ni dans les années 20, dont j'ai des témoins, et même dans les années 30, ça commence à être difficile. J'ai donné donc à cette personne 3 ou 4 noms de gens qui étaient nés au milieu des années 30. Vous voyez, moi-même, j'ai connu l'occupation allemande. Je l'ai connue, j'étais jeune, j'avais 4 ans. Et quand j'ai dit aux gens, mais je me souviens de tout, je vois encore les soldats qui viennent pour arrêter mon père, etc. Les gens me disent, mais non, c'est pas possible, tu peux pas avoir des souvenirs comme ça, c'est des choses qu'on t'a racontées. Mais je peux vous assurer que vraiment, j'ai un souvenir parfait, précis de l'occupation allemande et de ce que j'en ai gardé. J'en ai fait d'ailleurs un roman dont a parlé tout à l'heure la dame, qui s'appelle La Loup, où je raconte ces souvenirs du jeune enfant. Mais encore une fois, heureusement qu'il y a des écrivains, et donc Guy Dugas a pris le témoignage justement d'Albert Memmi, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui parce qu'il a un grand âge d'une part, il est un petit peu fatigué, et nos 2 intervenants ont également travaillé sur le sujet, et je crois qu'on va pouvoir, en les interrogeant les uns après les autres, rebâtir un peu cette période inouïe, parce que vous savez, hein, en Tunisie, on s'attendait à tout sauf à ça. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, on ne pouvait pas imaginer que les troupes allemandes allaient investir la Tunisie. Et pourtant, ça a eu lieu, et fort heureusement, ça n'a duré que 6 mois, avec, bon, le titre de notre débat a fort heureusement mis Shoah entre guillemets, car bien évidemment, ce qui s'est passé en Tunisie a été dramatique. En Algérie, au Maroc, il y a eu également des problèmes, puisque même si ça n'a pas été occupé par les Allemands, le statut des Juifs s'est imposé comme partout ailleurs. Mais encore une fois, c'est une période qu'il faut rappeler, dont il faut raconter le contenu. Et je pense que nos intervenants vont nous apprendre beaucoup de choses. Pour fixer les idées, pour le rappeler, à l'époque de cette invasion allemande, le bey de Tunisie s'appelle Monsef, le résident général s'appelle l'amiral Esteva, et les dirigeants de la communauté juive sont, pour la partie communautaire, Moïse Borgel, qui est un très vieux monsieur, et pour ce qui est du rabbinat, le rabbin Haïm Belaïch. Donc voilà pour situer comment est la communauté juive de Tunisie à cette époque, à peu près 90 000 personnes. Chers amis, merci d'être avec nous aujourd'hui, et je vous propose, comme début, de peut-être chacun d'entre vous, Guy parlant pour Albert Memmi et nos 2 amis intervenants, Dan Mishman et Hamzadoun, à leur compte, si je puis dire, peut-être nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet, et dans le cas de Guy, à demander à Albert Memmi de raconter cette époque. Vous voyez, ça donne quand même un livre assez volumineux, donc il y avait des choses à dire. Et voilà, peut-être nous dire pourquoi vous vous êtes lancé dans ce sujet. Peut-être Monsieur Sadoun pour commencer, ou on prend Dan Mishman. Voilà. Alors on va demander donc à Dan, et donc après, lorsque nous aurons un peu fait le tour du sujet, vous aurez bien sûr la parole pour poser toutes les questions que vous aimeriez poser. Dan. Shalom. Shalom. Mes apologies de ne pas parler en français sont plus difficiles pour moi. Et je parlerai en anglais. Alors pour les gens qui parlent anglais, vous avez compris, vous avez des écouteurs, du moins pour ceux qui ne pratiquent pas la langue. Tout d'abord, j'aimerais remercier Livia Parner et le Mémorial d'avoir organisé cet événement qui est important
Et cette question d'ouverture y fait déjà très... Et je vais donc répondre à cette première question, à savoir pourquoi je me suis penchée sur ce sujet. Eh bien, cela fait partie d'une question plus vaste de compréhension de la Shoah. L'ensemble de la question de la Shoah et ce qui est inclus dedans. Et je vais y revenir par la suite. Et dans notre cas, notre livre, c'est le résultat d'une conférence qui a été organisée en 2008 à l'initiative de Haim Sadoum avec l'Institut Yad Vashem et le Yad Vashem. Et il y avait certaines questions qui ont été mentionnées et nous avons pensé qu'il était important de publier cet ouvrage. Tout d'abord en français, qui s'adresse à une audience qui s'intéresse beaucoup à ce sujet, mais nous espérons qu'il sera traduit dans d'autres langues. Et j'aimerais dire autre chose par rapport à ce que vous avez dit, à savoir, est-ce que dans 30 ans, on se souviendra de la Shoah? Eh bien, moi, j'en suis sûre, on s'en souviendra. Mais la question, c'est comment s'en souviendra-t-on? Aujourd'hui, on voit que cela est manipulé, cela est transformé, dévié, et ça, c'est le problème. Les termes Shoah, Holocauste sont imprimés partout, et tous les jours, on peut lire des choses concernant la Shoah. Donc, c'est là, dans la mémoire publique. Mais ce que l'on a pu voir récemment, c'est que une bonne mémoire pose des problèmes parce que il y a beaucoup de choses qui détournent, qui atténuent les faits, qui les manipulent. Et c'est ma principale inquiétude au cours des dernières années. Et il faut se souvenir de ce qui s'est passé en Pologne et en Hongrie récemment, et pas uniquement dans ces pays. Il y a également d'autres pays. Et la question que j'aimerais adresser maintenant, c'est une question qui a été soulevée il y a plusieurs années et qui fait toujours partie du domaine public, à savoir si ce qui s'est passé pour les Juifs en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale fait partie de ce qu'on appelle la Shoah. Et cette question comprend deux parties, et je l'ai mentionné dans l'introduction de ce livre. Qu'est-ce que on inclut dans cet événement qu'on appelle Shoah ou Holocauste, ou les survivants en Europe également, et en Afrique du Nord, ils n'ont pas eu de terme, et cela pendant de nombreuses décennies. Le terme utilisé dans les mémoires, dans les journaux, c'était là. La Deuxième Guerre mondiale, c'était le terme qui est également utilisé en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Mais l'autre terme qui apparaît chez les survivants d'Europe de l'Est, également en Grèce, c'était le terme de catastrophe. Il y a également d'autres termes qui ont disparu avec le temps. Et maintenant, on a deux termes, Shoah et Holocauste. Shoah, c'est le terme hébreu. Holocauste, c'est le terme grec. Et ce ne sont pas les termes utilisés des survivants et ils ne nous disent rien, en fait. C'est une catastrophe que si on comprend ce qu'on met dans ce terme. Et donc, c'est pour ça qu'on a un problème. Et il y a également une question de conceptualisation. Qu'est-ce qui est inclus dans cet événement? Et au cours des dernières années, j'ai pu me rendre compte que pour de nombreuses personnes, le terme Shoah, cela veut dire le meurtre de 6 millions de Juifs. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense que l'ensemble de l'image de la persécution des Juifs depuis
la montée au pouvoir d'Hitler en 1933 jusqu'à la fin de la guerre en 1945, eh bien, cela doit être inclus dans la Shoah. Et ce n'est pas juste le meurtre des Juifs, c'est un chapitre important, il n'y a pas de doute, mais il y a quelque chose un contexte plus large de persécution de différentes façons. Et c'est pour ça que, de cette perspective, eh bien, la solution finale n'est pas identique à la Shoah. Par conséquent, ce qui s'est passé pour les Juifs d'Afrique du Nord, cela fait partie de la Shoah. Mais il y a une autre question. Est-ce que cela fait partie de la mise en œuvre actuelle de la solution finale telle qu'elle s'est produite et qui, heureusement, n'a pas été terminée? Ça, c'est une question, à savoir si la planification de ce qui s'est passé et pour ce dont on a beaucoup de documentation, est-ce que cela incluait les Juifs d'Afrique du Nord? Ça, c'est une autre question. Le destin des Juifs d'Afrique du Nord, ça fait partie de la Shoah, mais on a un autre problème et c'est qu'est-ce qui s'est passé avec cette planification? Et ça, c'est une question beaucoup plus complexe parce qu'elle fait référence à un document bien connu qui s'appelle le protocole de la conférence de Wannsee. Et le nombre des Juifs dans la partie non occupée de la France, dans le tableau des victimes ciblées de ce protocole, entre guillemets, je vais y revenir, et c'est ce qu'on peut voir, ce tableau sur l'image, et donc le territoire non occupé, 700 000 Juifs. Et la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y en avait autant dans cette partie? Et puis, on a des réponses qui disent que cela inclut les Juifs d'Afrique du Nord. Alors, il faut tout d'abord revenir à la conférence de Wannsee, telle qu'elle est appelée et qui a eu lieu le 20 janvier 1942. Et la présomption populaire concernant cette conférence, qui n'est pas cachée, parce qu'en fait, on peut la trouver exprimée dans des films, dans des ouvrages et même chez des érudits, eh bien, c'était une réunion très, très importante où la décision sur la solution finale a été prise. Deuxième affirmation, c'est que les documents allemands ne peuvent pas contenir d'erreurs. C'est la vérité, parce que ce que les Allemands produisent, c'est toujours précis, sans erreur. Et par conséquent, étant donné le grand nombre de Juifs dans la France non occupée, qui était bien supérieur aux 170 000 Juifs qui vivaient dans la zone non occupée, cela devait inclure les Juifs qui étaient sous le contrôle de Vichy en Afrique du Nord. Il y a plusieurs réponses à cela. Et il est important d'y réfléchir. En effet, l'événement qui s'est produit à Wannsee, c'était une réunion, ce n'était pas une conférence. En français, conférence, ça veut dire autre chose. En anglais et en allemand, c'est toujours une réunion très importante où des dignitaires discutent. Ça peut être des conférences universitaires. Il y a par exemple la conférence des leaders de l'Union européenne, etc. Mais dans le document originel, on ne parle pas de conférence, on parle de Besprechung en allemand, ce qui veut dire réunion. C'est une réunion bureaucratique de dignitaires et
ce n'étaient pas des décideurs de la bureaucratie allemande. Et le terme conférence vient après la guerre. Lorsqu'on a retrouvé ce document en 1947, il y a une lettre de l'avocat Robert Kampler qui a joué un rôle important pendant le procès de Nuremberg et qui était derrière les coulisses pour le procès de Eichmann. Et il a dit que par la suite, on a appelé cela une conférence. Et en fait, cela s'est produit parce qu'il n'y a pas de document rédigé par Hitler qui demande la solution finale. Les universitaires cherchaient des documents très importants et le tableau dans ce document donne une grande impression. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas lu le protocole de Wannsee, mais ils se souviennent de ce tableau. C'est une image visuelle qui a eu vraiment un impact visuel sur les gens. De plus, ce n'est pas un protocole, c'est un compte rendu qui a été rédigé, re-rédigé plusieurs fois par Adolf Eichmann. Et si des personnes parmi vous ont participé à des réunions et ont rédigé un compte rendu, vous savez que le protocole n'est jamais identique à ce qui s'est produit en réalité. Lors de la réunion, les gens reformulent ce qui s'est passé et parfois les gens écrivent en fonction de leur propre interprétation, de leur propre volonté et insèrent même des choses dans ce compte rendu qui n'ont jamais été dites ou pendant la réunion. Donc ce n'était pas un protocole ni une conférence. Autre chose qui est très importante, eh bien, les documents allemands sont pleins d'erreurs. Et dans ce document de la réunion de Wannsee, ce compte-rendu de la réunion de Wannsee, il y a une série d'erreurs énormes, et même dans les chiffres. En effet, on parle de 5 millions de juifs dans l'Union soviétique. Ça, c'est une exagération. Il y a d'autres chiffres concernant les États baltiques. Donc, en fait, ils ne savaient pas vraiment quels étaient les chiffres et c'était énormément exagéré. Et puis, il y a également un autre point. En effet, cette liste est divisée en deux parties, les pays occupés par l'Allemagne et les pays non encore occupés par l'Allemagne. Et ceux qui n'étaient pas encore occupés comprennent la Serbie, mais la Serbie était déjà occupée depuis 9 mois. Donc, ce document est rempli d'erreurs. Je vous demandais, comme aux autres, quelles étaient vos motivations. Là, vous nous faites carrément une conférence sur Wannsee. Mais on va développer tout ça. Mais est-ce que vous avez une possibilité de nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à écrire votre ouvrage? C'est une simple introduction. Là, je ne vous demandais pas de nous faire tout de suite une véritable conférence. OK, so that is exactly what I'm now. Parce qu'il va falloir quand même qu'on interroge nos amis. En fait, c'est une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas dans le document. Et je vais vous montrer cela par la suite, ce qui, selon moi, s'est passé. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce document a été cité de maintes fois par beaucoup d'historiens et personne n'a vérifié les chiffres. Et comment ils ont rassemblé les données et ils les ont utilisées pour la conférence, si ce n'est les Pays-Bas et un historien allemand. Mais cela s'appuie sur un décompte très précis qui a eu lieu aux Pays-Bas où on parlait des Juifs à part entière, à moitié et
pour un quart. Mais concernant les autres pays, personne n'a vérifié ce qui s'était passé. Puis, il y a eu des historiens, et les historiens ont essayé de deviner. Quand ils font des recherches, des fois, ils devinent. Et par exemple, Friedlander, dans son œuvre, dans son ouvrage, et je pense que beaucoup parmi vous l'ont lu, eh bien, il pense que cela inclut les Juifs d'Afrique du Sud, d'Afrique du Nord. Il y a d'autres historiens, des historiens très sérieux qui l'ont fait. Mais Paxton, eux, disent qu'il n'était pas inclus. Il y a un autre historien qui a parlé de la zone occupée en Italie. En fait, il se concentrait sur l'Italie. Pour lui, ce n'était pas inclus. Asher Cohn, si vous connaissez son œuvre, dit qu'il n'était pas inclus, ces Juifs d'Afrique du Nord. Donc, ils ont dit des choses, mais ils n'ont pas vérifié. Et cela m'amène à une question plus générale, à savoir quand a été prise la décision sur la solution finale. Il n'y a pas de document. On n'a pas de document exact ou de témoignage ou de personnes proches d'Hitler qui pourraient nous avoir fait un témoignage. Donc, il est accepté maintenant par les historiens tels que Gerhard Weinberg, Mr. Brown également, que cette décision ou l'ordre de démarrer la solution finale a été donné le 16 juillet 1941 par des hauts dignitaires Hans Göring, Alfred Rosenberg, Martin Bormann, Hans-Heinrich Lammes, qui était Wilhelm Keitel, qui était responsable des commandos. Et cela incluait une lettre très importante datée du 31 juillet 1941 envoyée par Göring à Heydrich. Et on sait que Heydrich a formulé la lettre, l'a donnée à Göring et Göring l'a signée. Mais officiellement, c'est une lettre envoyée par Göring à Heydrich qui parle de la solution finale des Juifs, solution finale totale des Juifs dans la sphère d'influence de l'Allemagne en Europe. Et ce qui s'est passé après, et c'est important pour notre cas, eh bien, c'est que le bureau central de l'immigration juive, qui était contrôlé par Adolf Eichmann, a donné l'ordre à l'Association des Juifs en Allemagne de récupérer des données sur les Juifs dans le monde entier. Et le 7 août 1941, il y a un premier rapport et il est corrigé le 13 août. Et c'est très intéressant. Et j'ai vraiment regardé ce document dans le détail et les gens de la maison de Wannsee à Berlin n'étaient pas au courant, mais j'ai réussi à les convaincre en fait. Eh bien, ces chiffres sont très importants parce qu'ils montrent le mode de pensée à cette époque. Et cela incluait les Juifs en Afrique du Nord, en Asie, en Australie, en Amérique et bien sûr en Europe, y compris la Palestine, Negev, Galine, la Nouvelle-Zélande également. Non, en fait, pas la Nouvelle-Zélande. Apparemment, il n'y avait pas assez de Juifs, mais aux États-Unis, on a New York, Chicago, etc. Et une partie de ces chiffres sont tapés à la machine, d'autres sont écrits à la main.
Alors, pour l'Égypte, 70 000, l'Éthiopie, 80 000, Maroc, 180 000, Tunisie, 66 000, la Libye n'est pas inclue. Et puis, on a le reste de l'Afrique, 1000. Et puis, en fait, c'est la Rhodésie, l'Afrique du Sud, etc. Alors, si on prend le total pour l'Afrique du Nord, eh bien, on a 643 000. Et pour les deux parties de la France, occupées et non occupées, ça fait 923 000. Donc, un chiffre très élevé. Et pour le chiffre de Wannsee, on a 165 000. C'est ce qui est écrit, en tout cas, sur ce tableau, 165 000. Alors, ce sont les chiffres que le bureau de Eichmann avait. Et en décembre 41, 11 décembre 41, l'Association des Juifs en Allemagne a envoyé une mise à jour. On leur avait demandé de mettre à jour ces chiffres. Et ça, c'est la lettre datée du 11 décembre 41. Et la réponse est la suivante. Le 4 décembre, dans le Frankfurter Zeitung, il y a eu un article de publié qui s'appuyait sur le nouveau compte des Juifs en France, et on parle donc de la métropole française, et on dit qu'il y a 360 000 Juifs par rapport à 280 000 mentionnés dans le rapport de août. Et on dit, et ça c'est la partie visuelle, c'est très important, la France occupée 160 000, France non occupée 170 000. Mais après, il y a un petit point et puis un petit trait. Et ça, c'est très important, comme on va le voir par la suite. Il y a une deuxième partie. On a la France, les parties de l'Afrique du Nord appartenant à la France, 360 000 Juifs à peu près. Maroc, 160 000, Algérie, 150 000, Tunisie, 50 000. Et la France continentale et l'Afrique du Nord, 640 000. Alors, le procès d'Eichmann en 1961, il est interrogé sur ce protocole qu'il a rédigé, qu'il a formulé. Et il dit, en ce qui concerne les chiffres, je n'ai découvert que récemment que ces chiffres n'étaient pas justes, tout particulièrement en ce qui concerne la France. Mais il est peut-être possible que je me sois trompé en inscrivant les chiffres. Donc il reconnaît avoir peut-être fait une erreur. C'est ce qu'il dit en 1961. C'est-à-dire 19 années plus tard. Donc, on pourrait dire qu'il avait encore une bonne mémoire à l'époque. Et il n'y avait aucun intérêt pour Eichmann de dire cela. Et qu'a dit Hitler dans sa prophétie bien connue du 30 janvier 1939 que l'on voit souvent dans des films? Si les financiers juifs internationaux à l'intérieur et en dehors de l'Europe réussissaient à plonger de nouveau les nations dans une nouvelle guerre mondiale, eh bien le résultat ne serait pas la bolchevisation de la terre et la victoire des Juifs, mais plutôt l'annihilation de la race juive en Europe. En Europe. Dans cette lettre que j'ai mentionnée de Göring et Heydrich de juillet 41, eh bien, on parle de la solution finale des Juifs
en Europe. Et à l'ouverture de la réunion de Wannsee, on a parlé de la solution finale des Juifs européens. Et dans le document, tout au long du document, il est mentionné l'Europe, juste l'Europe. Et lorsque l'on parle de la Turquie, on parle la partie européenne de la Turquie. Et lorsque d'autres pays sont mentionnés, tels que la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, eh bien, on ne parle pas de leurs colonies. Dans le rapport de Wannsee, lorsque les territoires en dehors de la métropole sont mentionnés, eh bien, on le dit. Par exemple, l'Italie et la Sardaigne. On ne parle pas des propriétés de l'Italie en Afrique du Nord. Même chose pour la France. Donc, dans le rapport de Wannsee, qui n'est pas une conférence et qui n'est pas un protocole, les Juifs d'Afrique du Nord ne sont pas inclus. Et c'était une erreur. Et c'est une erreur qui vient du fait qu'on s'est appuyé sur ce document du 11 janvier 1941 qui a été recopié, où on avait ce petit point et puis le trait. Maintenant, on a les téléphones portables, mais ce petit point, ça peut être l'erreur, l'origine de la raison Pardon, ce petit point peut être l'origine de l'erreur. Petit point et puis des petits zéros après et on obtient des chiffres énormes. Mais Eichmann lui-même a dit que c'était une erreur. Et donc, dans la planification actuelle, telle qu'on l'a dans la réunion de Wannsee, qui est une étape dans ce développement, eh bien, l'Afrique du Nord n'est pas inclus. Les Juifs d'Afrique du Nord sont inclus. Mais il y a un autre point. Et que se serait-il passé si l'Allemagne avait gagné la guerre en Afrique du Nord? Il y a une dynamique de la solution finale. Et on pense souvent que Hitler a donné l'ordre, une planification, puis ça s'est développé. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, Hitler a donné un ordre général, il ne savait pas vraiment comment le faire. Et puis, on a cette évolution du bas vers le haut. Les bureaucrates et les non-bureaucrates ont trouvé une façon de mettre en œuvre cette solution finale. C'est un processus qui va du bas vers le haut. Cela a commencé en Europe. Lorsque on a rencontré le moufti il a rencontré le moufti de Jérusalem, il y a deux comptes rendus, l'un de Hitler et l'autre du moufti lui-même. Hitler a dit qu'il continuera la bataille jusqu'à la destruction totale de la race juive en Europe. Et dès qu'ils seront au Caucase et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, l'objectif de l'Allemagne, ça serait la destruction uniquement de l'élément juif dans les pays sous protection anglaise également. Donc, cela comprend également les Juifs de Palestine. Et il y a un document de mai 1942 qui vient du consulat allemand de Tripoli et qui dit « Sans aucun doute, lorsque la bonne heure arrive, eh bien, le problème juif sera réglé également à Tripoli. » Et puis, on a le Einsatzkommando qui était d'abord stationné à Athènes pour accompagner les troupes en Égypte vers la Palestine. Et
une fois que Alman ne s'est pas produit, eh bien, en fait, cette personne a été envoyée vers la Tunisie. Et il y a un autre document qui est important, qui vient de Theodor Schaeffer, un professeur de l'université de Jena, qui est spécialisé dans la question juive et qui a dit le fait que la question juive ait été réglée dans une grande mesure au sein du Reich lui-même ne veut pas dire que pour nous, nous en avons fini. Il s'agit d'une question mondiale pour laquelle cette guerre et ces batailles de plus en plus féroces sont liées. Donc, c'est un petit peu comme lancer une pierre dans une piscine. En fait, ça a commencé en Union soviétique, ça s'est propagé à l'ensemble de l'Europe, puis tout le territoire occupé allemand au-delà de l'Europe et l'ensemble du monde. Et l'intention, c'était bien l'ensemble du monde. Heureusement, ils n'ont pas réussi, les Allemands, dans leur objectif. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes assis ici. Merci. On a beaucoup appris de choses, notamment sur les approximations de la conférence. Vous n'aimez pas le mot conférence, mais c'est comme ça que c'est resté dans la mémoire des historiens. Il y a eu beaucoup, effectivement, d'approximations et d'erreurs dans les attendus de la conférence de Wannsee. Vous avez fait quelque chose vraiment très général. Je vous rappelle que nous allons surtout parler et de la Tunisie et de l'Afrique du Nord en général. Et donc, nous aurons l'occasion de revenir à vous. Avant de donner la parole à Guy Dugas, qui va, lui, plus particulièrement nous parler de la Tunisie, je voudrais signaler que lorsqu'on fait le décompte des Juifs qui ont été victimes de la barbarie nazie, et notamment des Juifs d'Afrique du Nord, il y a des gens qui vivaient en Afrique du Nord au moment de la catastrophe, mais il y a aussi des gens originaires d'Afrique du Nord qui vivaient par exemple en France. Et je dois vous rappeler qu'un garçon qui s'appelle Jacques Giamy a patiemment fait un listing de tous les Juifs qui ont été touchés donc, par la Shoah, emprisonnés, blessés, tués, etc., pays par pays. Donc vous retrouvez dans son livre tous les Juifs, non seulement originaires de Tunisie, qui, je le répète, a été occupé par l'Allemagne, mais également d'Algérie et du Maroc, en ordre alphabétique, chacun avec sa date de naissance, sa ville d'origine et où il a été arrêté, où il est mort, etc. C'est un travail quand même qui est pas mal du tout parce qu'on a tendance, encore une fois, compte tenu du nombre gigantesque de Juifs d'Europe qui ont péri pendant la Shoah, on a tendance à oublier justement cette, entre guillemets, Shoah d'Afrique du Nord. Guy Dugas, vous avez eu le privilège de côtoyer et de fréquenter Albert Memmi. Albert Memmi, qui est l'un... Oui, on continue, bien sûr. Qui est l'un des témoins de mon livre, est né en 1920. C'est donc quelqu'un qui a un certain âge et qui apporte un témoignage. Parce que si vous voulez, encore une fois, le témoignage d'une personne comme moi, née en 1939, mais qui a connu l'occupation, mais des souvenirs d'enfant, ça n'est rien à côté du témoignage d'une personne qui, à l'époque, était, disons, enseignant ou travaillait, etc. Mais encore une fois, Memmi, 1920, est déjà un adulte à cette époque, et donc il a des souvenirs beaucoup plus sûrs et beaucoup plus précis. Et Guy Dugas a eu le privilège de pouvoir recueillir son témoignage. Et donc, ça nous a donné ce livre Journal de guerre qui sort en ce moment, qui est pratiquement sur le point de paraître en librairie. Et j'aimerais, Guy, que vous nous disiez un peu ce que vous a raconté, pas tout bien sûr, mais les conditions dans lesquelles Albert Memmi s'est retrouvé face à cette occupation allemande de la Tunisie, qui, je le rappelle, a fait quand même beaucoup de morts, beaucoup de blessés, des déportés. C'était à la fois quelque chose de modeste par rapport à la Shoah, mais également quelque chose de très significatif. Guy Dugas.
Alors, d'abord, posons les choses clairement, je ne suis pas un historien. Ça aura au moins un avantage, c'est que je ne vous assommerai pas sous des chiffres. Je vais vous dire honnêtement, ce terme d'historien est terrifiant parce que j'ai écrit personnellement une trentaine de livres et souvent on m'interpelle, monsieur, vous n'êtes pas un historien. C'est vrai, il se trouve que je suis mathématicien, mais ça n'a pas d'importance. Je crois que le terme, honnêtement, le terme d'historien, cher Guy, je crois qu'on peut largement vous l'attribuer comme à ces messieurs. Il ne faut pas nécessairement avoir un doctorat en histoire. On peut être un historien parce qu'on a fait des recherches et qu'on a écrit des ouvrages. Et c'est votre cas. Vous êtes un historien. Bon, je revendique le titre de littéraire et de comparatiste, ça me suffira. Et c'est à ce titre que je me suis intéressé, il y a maintenant un demi-siècle, à l'œuvre d'Albert Memmi, comme je me suis intéressé à l'ensemble de la littérature juive d'Afrique du Nord. Et c'est à ce titre que j'ai entrepris de publier, et là je rectifie un peu ce que Jean-Pierre vient de dire, ce ne sont pas des souvenirs qu'Albert Memmi m'a confiés, mais c'est bel et bien le journal intime qu'il a tenu pendant la durée de la guerre. C'est donc du vécu qui est reproduit là, tel quel, et simplement par moi, contextualisé. Il se trouve d'ailleurs que j'ai participé aux deux ouvrages, puisque j'ai édité celui-ci, mais je figure également dans celui-là, et je vous lis la conclusion que je donnais, qui est une manière de réponse à un certain nombre de questions que posait Dan Michman tout à l'heure. Je lis donc, dans un article sur le 8 novembre 1942 dans la littérature judéo-maghrébine, Colette Tuitu Benita de l'université Bar-Ilan s'interroge. Pourquoi cet acte de bravoure, qui est la participation de la communauté juive à la résistance et au débarquement allié du 8 novembre 1942 en Algérie et au Maroc, pourquoi donc cet acte de bravoure auquel ont participé quelques 500 jeunes juifs d'Algérie n'a-t-il que peu inspiré les écrivains juifs nord-africains jusqu'à ce jour? Le massacre des Juifs d'Afrique du Nord, inscrit dans le projet d'extermination nazi, fut évité de justesse, dit Colette. Comment se fait-il que ce sauvetage n'ait donné lieu à aucune inscription dans la mémoire collective juive? Et Colette Tuitu donne trois raisons majeures à ce silence. Première raison, dit-elle, des consignes de silence venues d'en haut. Deuxième raison, une volonté d'humilité face à la tragédie incommensurable que représente la Shoah en Europe. Troisième et dernière raison, un manque chez les auteurs judéo-maghrébins de tradition de prise de conscience dramatique du vécu, ayant pour conséquence d'évacuer toute interprétation héroïque du passé. Voilà ce que considère Colette Tuitu Benita, et j'ai voulu, pour ma part, travaillant beaucoup en tant que littéraire et, oui, à l'appui, je suis d'accord avec toi Jean-Pierre là-dessus, de certains historiens. Si vous êtes familier des travaux de Benjamin Stora sur l'Algérie, vous verrez qu'il emprunte lui aussi beaucoup à des questions de mémoire, et actuellement, avec les théories colonial and post-colonial studies, on introduit des notions comme celle de memory and post-memory, la transmission de la mémoire et ce que font de la mémoire les générations qui n'ont pas vécu ces événements-là. Je suis obligé, travaillant sur la totalité du journal d'Albert Memmi, car je ne travaille pas seulement sur ces périodes de guerre, où j'ai par ailleurs déjà publié il y a 2 ans dans la même collection Biblis chez CNRS Éditions le journal des années d'indépendance de la Tunisie, au moment où Albert Memmi est retourné en Tunisie pour vivre les quelques mois du passage à l'indépendance, et puis a définitivement quitté le pays. Je travaille sur la totalité du journal, et en accord avec l'éditeur, cette totalité du journal
ça va faire entre 8 millions et 10 millions de signes. C'est quelque chose d'assez indigeste, évidemment. Et puis, sans doute, au terme du parcours, assez onéreux, il est bien évident que pour tout un chacun, bon, ce sera plutôt un livre, je pense, de référence, de bibliothèque, et ça sera une traversée du siècle, puisque Memmi a commencé à tenir son journal fin 1936, et il a, si l'on peut dire, car il continue toujours à écrire ces deux petits bouts de papier, et il a mis un point final en 2017, je crois. Donc, vous voyez, c'est vraiment une traversée du siècle, et parmi cette totalité, cette somme, il y a un certain nombre de moments, sans doute particulièrement prégnants, particulièrement traumatisants pour l'auteur lui-même, puisque ces moments-là, il les a extraits à un moment ou à un autre, dans un but de publication qui ne s'est jamais fait, soit parce qu'il a abandonné pour passer à d'autres choses, soit parce que, et c'est le cas là d'un certain nombre de textes réunis dans ce journal de guerre, il a eu la volonté de les adresser à des revues qui les ont refusées, pour une raison ou pour une autre. Et donc, certains, on voit bien, à la lecture de son journal intime, qui est tenu pour la plupart du temps dans des cahiers d'écoliers, qu'il y a des parties qui sont intitulées, il y a une volonté d'extraction de telle ou telle partie sous un titre ou sous un autre, et là, notamment pour la période 1942, le printemps 1942, le titre c'était « Journal d'un travailleur forcé ». Et on retrouve évidemment ce que nous connaissions, on trouve d'une autre manière, de manière vécue, ce que nous connaissions de manière fictionnelle dans un ou deux chapitres de son premier roman, La statue de sel, et notamment le chapitre Les camps. Alors pour un littéraire, et c'est pour ça que je revendique ce statut de littéraire, c'est très très intéressant de voir comment on fabrique de la fiction à partir d'un matériau vécu. Alors, cela n'invalide en rien la dimension historique. Il y a des éléments historiques. Il faut bien évidemment se rendre compte que dans ce journal, pour la période que nous avons prise là avec l'éditeur, 1939-1943, il a 19 ans. Il a 19 ans, il n'a jamais quitté la famille, il n'est jamais sorti de Tunis autrement que pour aller passer quelques journées d'été à la Goulette ou à la Marsa, comme faisaient beaucoup de familles juives de Tunis. Et à Kérédine, quand même. À Kérédine, bien sûr, aussi. Et mais il se tient très très informé. C'est un journal, c'est intime, qui... alors évidemment, il y a des choses qui sont inexactes, qui sont à repréciser. Il y a une espèce d'idéalisation des choses qui fait que... il faut se rendre compte que c'est vrai ce que disait Colette Twitou Benita, les Juifs d'Afrique du Nord l'ont échappé belle parce que le débarquement est venu beaucoup plus tôt qu'en ce qui concerne l'Europe. Et la partie de collaboration du régime de Vichy a surtout été extrêmement violente, dure, à partir de Laval. Avec Laval, alors que en Afrique du Nord, en particulier, on voit bien en 1940, quand
les mouvements de jeunesse, et Memmi participe dès l'âge de 17 ans à un certain nombre de mouvements de jeunesse. À partir du moment où les mouvements de jeunesse sont pris en charge par le service de la jeunesse de Vichy, en Afrique du Nord, et cela n'est pas propre aux Juifs. J'ai eu l'occasion de travailler sur le mouvement Jeune France. Pour ce qui concerne l'Algérie, eh bien, on est étonné de voir que des futurs résistants comme Max-Paul Fouché, par exemple, en Algérie, participent au lancement de Jeune France. Parce qu'au départ, il n'y a pas une volonté de ségrégation et de mise sous tutelle, et plus grave encore ensuite, évidemment. Mais dès que les jeunes se rendent compte, évidemment, de ce à quoi cela risque de conduire. D'ailleurs, Jeune France n'a eu qu'une vie extrêmement limitée de 6 à 8 mois, hein, même en France. Donc, on a affaire à un jeune homme entre 19 et 23 ans, et un jeune homme jamais sorti du cocon familial. Il témoigne essentiellement de quoi dans ce journal? Il témoigne, de l'antisémitisme montant. Ça, il s'en rend compte très rapidement, bien avant la guerre même. Et la guerre n'est venue se greffer là-dessus que sur une situation qui était bien antérieure à elle, que ce soit en Algérie comme en Tunisie. L'antisémitisme n'a pas été apporté par l'occupation allemande et italienne, hélas. L'antisémitisme préexistait à tout cela, et le sort fait aux Juifs en Afrique du Nord a prospéré malheureusement sur cet antisémitisme préexistant. Ça, Memmi s'en est déjà rendu compte, et il se pose la question si cet antisémitisme persiste au-delà de la guerre. C'est même pas une question, c'est une réponse qu'il donne. Nous sommes foutus, dit-il dans son journal intime. Deuxième chose dont il se rend compte très vite, c'est que c'est la question du travail forcé. C'est-à-dire que très rapidement, les Italiens, alors il y a une double occupation, on en reparlera sans doute en Tunisie. La particularité, c'est que c'est une occupation italo-allemande, et il y a beaucoup de différences entre les deux. Mais les Allemands arrivant imposent un quota de travailleurs forcés à la communauté. La communauté ne met pas beaucoup de zèle, on la comprend, à donner ce quota de travailleurs forcés, et ça se fait dans des conditions, du moins d'après ce qu'en rapporte Memmi, assez médiocres, de désorganisation totale, et même Memmi parle de planquage d'un certain nombre. Et donc, bien que lorsque les recruteurs de cette main-d'œuvre juive frappent à la porte de la famille de Memmi, ils tombent sur l'employé italien du père de Memmi, qui était bourlier, et rencontrant un Italien, ils disent « on s'est trompé de maison », donc ils repartent. Et Memmi gagne 2 ou 3 nuits comme cela, et puis au bout de 2 ou 3 nuits, voyant le chaos dans lequel ces choses se passent, il décide de lui-même de rejoindre les camps de travailleurs forcés, et il en profite. Il avait déjà l'ambition d'écrire pour noter au jour le jour ce qui se passe, et il y a dans son journal, et c'est là la partie plus exactement journal d'un travailleur forcé,
vous le verrez si vous feuilletez le livre, c'est beaucoup plus rédigé. Il décide de rédiger quelque chose. Il a envie depuis très très longtemps. Il a la vocation d'écrivain. Il le sent et il sent qu'il y a peut-être la matière à écrire quelque chose. Donc il le fait. Ça, c'est le deuxième point dont il prend conscience. La guerre lui fait prendre conscience. Le troisième point dont il prend conscience, c'est que la guerre va introduire entre musulmans et juifs un fossé supplémentaire. Et que, notamment, dans un certain nombre de villes, alors évidemment, là je sais aussi qu'il y a pas mal de polémiques sur le terme pogrom. En tout cas, des soulèvements non réprimés par la police de Vichy visent les Juifs et ils détaillent avec certaines erreurs. Et on parlait tout à l'heure d'exagération. Il y a le phénomène d'exagération, mais il y a aussi, dans la mémoire, le phénomène de minimisation. On s'aperçoit que, s'agissant d'événements comme la risque, je peine à utiliser le terme de pogrom, parce que je sais quelle polémique il peut soulever, mais bon, les événements de Gabès, il parle de 3 ou 4 morts. En fait, il y en a eu le double. Hein. Même chose en ce qui concerne les événements d'avril 1938, que je ne relate pas, enfin, qui ne font pas partie du journal de guerre, puisque on le fait débuter en 1939, mais les événements nationalistes d'avril 1938, les informations que Memmi a sont également parcellaires. C'est normal, c'est un jeune homme qui, 38 à 18 ans, et qui vit ces événements. Il voit ce qui se passe dans la rue, mais il ne mesure pas comme les historiens ont pu le faire après coup. Et je cite en note et je rectifie en note en citant Charles-André Julien, qui lui donne les chiffres exacts des événements d'avril 1938. Voilà ce qu'est le journal d'Albert Memmi pour cette période-là, très précisément. Merci Guy, on a appris beaucoup de choses. Avant de passer la parole à Haïm Saadoun, je voudrais que vous nous précisiez quelque chose. Vous l'avez un petit peu fait sur la fin de votre intervention. À un moment donné, vous dites que Albert Memmi subodore ou sent un certain antisémitisme. Est-ce que vous parlez d'un antisémitisme des Européens et des Français de Tunisie ou de la partie musulmane? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Les Européens, ils sentent bien qu'ils sont antisémites dans l'âme. Il ne faut pas oublier que Memmi va voyager. Un premier voyage en Algérie en juin 1941, après les quotas infligés aux étudiants juifs. Il est le seul étudiant de philosophie admis à continuer ses études, mais il n'y a pas de centre universitaire à Tunis et les examens doivent être passés à Alger. Donc il fait les premiers va-et-vient et le premier déplacement de son pour sortir de chez lui, c'est en juin 1941 et il arrive à l'université d'Alger pour passer les examens. Et là, il voit sur les murs de l'université « Mort aux Juifs ». On l'a vu à Paris hier aussi. Juden. Voilà. C'est bon pour l'Algérie, mais la Tunisie, c'est différent. Hein. On n'a jamais entendu parler, dans notre région, d'antisémitisme dans les années 40-45. Alors, on va quand même en reparler tout à l'heure. Je parlais de polémique, nous y sommes. Hein. Alors moi, je ne fais que retranscrire ce qu'un témoin de 20 ans disait
à l'époque. Voilà. Je ne suis en cela pas historien parce que je n'ai pris aucun parti là-dedans, sinon celui de mettre en regard des approximations lorsqu'il y en a, approximation de chiffres ou approximation de faits, le regard de tel ou tel écrivain, ou de tel ou tel historien, pardon. Hein. Ainsi, quand Albert Memmi parle des troubles, est-ce un pogrom, n'en est-ce pas un, je vous laisse le vocabulaire, qui fait quand même 8 ou 10 morts juifs à Gabès, je mets en regard des chiffres minimisés par Memmi, les chiffres qui ont été révélés ensuite par les historiens. C'est tout ce que j'ai fait. Il y a une synthèse évidemment au début qui s'appelle Les 3 guerres d'Albert Memmi, qui reprend ce que je viens de dire, ce qui me semble avoir frappé ce jeune homme-là, qu'est Memmi à cette époque-là, l'antisémitisme, le fait que l'occupation italo-allemande va mettre un obstacle entre les musulmans et les juifs, et l'après-guerre, la grande interrogation de l'après-guerre. D'ailleurs, quand Memmi, et c'est la partie sur laquelle je travaille maintenant de son journal, arrive en France en 1946-47, il est totalement déprimé, hein, au point de penser très fortement au suicide. Il ne voit pas d'avenir possible. Il hésite entre la philosophie, la médecine, il ne sait pas quelle va être sa direction, et il arrive dans une France qui est totalement décomposée. Hein. Heureusement qu'il a encore là un ami qui a été son professeur à Tunis et auquel il doit beaucoup, et dont le premier geste va être de l'expédier en maison de santé en Savoie. Cet ami, c'est Jean Amrouche. Merci. S'il vous plaît, on fera les questions à tout à l'heure. On va d'abord donner la parole à chacun des intervenants. Sinon, on est dans le débat tout de suite. Haïm Sadoun, on va vous laisser la parole. Vous pourriez peut-être, mais c'est peut-être pas votre intention, comme vous avez fait un travail général sur l'Afrique du Nord, peut-être nous dire quelles étaient les différences entre les 3 pays, Maroc, Algérie, Tunisie. Je ne sais pas si vous parlez de la Libye. Je peux parler même sur la Libye, je peux parler même sur ça, mais je crois que j'ai préparé une présentation qui peut être plus intéressante. Oui. Parler au micro. Que de faire des différences entre les 3 ou les 4 pays, c'est possible. Je le connais, je connais le sujet, je peux le faire. C'est pas difficile, mais je crois que j'ai quelque chose à élaborer qui peut être plus intéressant. Alors écoutez, faisons les choses autrement. Vous avez la parole. Ok. Merci. Donc moi aussi, je voudrais remercier Livia Parnas et le Mémorial de la Shoah au nom de l'Institut Ben Tzvi et au centre de documentation que je dirige à l'Institut Ben Tzvi, à mon collègue Dan Mechman. Vraiment, après, je crois que c'est plus d'une dizaine des années qu'on a une coopération entre les deux, instituts, nous le petit institut et à l'Institut Ben Tzvi et l'Institut Yad Vashem, et je crois que les relations sont vraiment très bonnes, et je crois que même le professeur Guidiga, ce qu'il a fait en publiant maintenant ce journal, et qui va nous donner encore quelque chose qui sera, à mon avis, très intéressant et qui peut être, si j'aurais lu le journal avant de préparer ma présentation, peut-être j'aurais changé un peu des choses. Je crois que c'est quelque chose de très important. Donc moi, je voudrais essayer maintenant d'évoquer le sujet de la vie quotidienne en Tunisie durant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai maintenant 3 objectifs qui sont intéressants. Premièrement, essayer de mettre en lumière un sujet qui était encore inexploré. Ça veut dire que le sujet de la vie quotidienne, à mon avis, n'est pas connu au public. Et ce que je vais essayer maintenant de faire, c'est comment le mettre en cadre de recherche et présenter cette période-là de point de vue d'un juif, peut-être un petit juif, un juif qui est un membre de la communauté, et pas le point de vue que nous connaissons toujours, le point de vue des dirigeants de la communauté juive de Tunisie, de Paul Guez,
Borgel et les autres. Et il y a plusieurs journaux qu'on a trouvés récemment qui peuvent nous éclairer cette période-là. Et même, je crois qu'il faut mettre encore un peu de valeur d'autres populations présentes en Tunisie à cette époque-là. Je parle des musulmans, des Français et les Italiens. Donc, il y a un problème des sources pour comprendre la question de la vie quotidienne. Il y a une absence de presse pendant cette période-là, parce que la presse était interdite pendant cette époque-là. Il y a un tout petit peu, je trouvais qu'une photo familiale, ça n'y avait pas de photographie familiale, et des journaux intimes, il y a quelques-uns qu'on a trouvés. À mon avis, il y en a encore qu'il faut les trouver. Et avec ce que Guy Dugas a fait, je crois que ça va élargir notre image sur cette époque-là. Il y a un manque dans tous les témoignages oraux qui étaient pris pendant des années, ça veut dire des années 60 jusqu'à ce moment-là, la question de la vie quotidienne, ça veut dire comment les Juifs ont vécu cette période-là, n'est pas importante dans ces témoignages oraux. Et il y a même du manque des sources qui ne permettent pas à faire une comparaison entre les sociétés italiennes, français et musulmans. Je n'ai pas trouvé encore des documents français, ça veut dire de la vie des Français pendant cette époque-là, ni des Italiens. Je parlerai de quelque chose qu'on a trouvé récemment, et certainement pas des musulmans à cette époque-là. Quelles sont nos sources? Un des premières sources, c'est les rapports, les comptes rendus que Walter Rauf, qui était mentionné par Dan Mehman, a publié de Tunisie. C'est la première fois que nous avons 170 pages de documents, des rapports qu'il a écrits de Tunisie, où il raconte exactement ce qu'il voulait faire. Et à mon avis, ça change notre point de vue sur la période de la guerre, la période de l'occupation allemande. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment une occupation italo-allemande. Ça veut dire que les Italiens étaient avec les Allemands, mais c'est une occupation allemande très intéressante. Et donc, nous avons maintenant ces documents qui sont très intéressants. Je peux vous dire que sur 170 pages, il n'y a que, en total, 4 pages qui parlent sur les Juifs. Imaginez, 4 pages, pas plus que ça. Le deuxième, c'est qu'il y a énormément de documents dans un fonds qui s'appelle Scholf. C'est les documents de la commission d'histoire d'occupation et de la libération de France. Il y a là-bas des documents qui étaient traduits par les Français en allemand. Et ces documents sont des lettres et des correspondances des Allemands pendant l'occupation allemande de la Tunisie en France. Donc c'est encore quelque chose qui nous enrichit la photo. Il y a un journal qu'on a trouvé il y a 4 ans, le journal de Clément Houry. C'est le premier journal, et mon intervention sera basée sur ce journal. Clément Houry a écrit l'occupation de la Tunisie par les armées de l'Aix, 20 novembre 1942, 7 mai 1943, vue du Crémieux-Ville, banlieue de Tunis. C'est très important pour lui. Ça, c'est son écriture, ça, c'est la publication qu'on a faite. Et il y a 92 pages où il raconte exactement ce qu'il a vu chaque jour. Et la comparaison avec ce que Mémy a écrit pendant cette époque-là peut-être peut être très important parce que les deux se trouvent en Tunisie. Ça, c'est la famille Houry à sa ville, à Crémieux-Ville, avant la guerre. Et encore un document qui est très important, c'est une correspondance. Et comme j'écris une correspondance, je dis une correspondance entière. 158 lettres écrites et reçues par ce monsieur qui s'appelle André Guès, qui était un travailleur forcé au camp du Bizerte. Il a publié ses souvenirs du camp du Bizerte. C'est encore quelque chose à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que André Guès, qui était au camp du Bizerte, a préservé, a gardé toutes les lettres qu'il a écrites à sa famille et les lettres qu'il a reçues. Donc pour la première fois, nous avons un point de vue, et je crois que peut-être total, comment les Juifs, comment sa famille, je ne peux pas dire tous les Juifs, ont vécu cette période-là, et les choses sont très intéressantes. Ça veut dire que si je fais la comparaison entre le journal de Clément Houry et cette correspondance, la dimension que nous avons maintenant sur cette vie est très, très riche. Et il y a même des poèmes et des éloges funérables qui étaient écrits après la guerre. C'est quelque chose qui n'était pas écrit pendant la guerre, mais qui était écrit après la guerre. Pas tellement, c'est connu, c'est déjà connu, ça fait des années que c'est connu, mais quand même, je ne crois pas que c'était encore venu à la recherche vraiment. Et il y a le livre de ce monsieur qui s'appelle Gaston Guès, qui parle de nos martyrs. Ça veut dire la première fois en 1946, il y a un juif qui dit « Voilà, nous avons perdu des juifs. Il y avait des morts dans la guerre. » Dans les livres des dirigeants de la communauté, on ne parle pas des juifs qui étaient tués
pendant cette époque-là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas connus. Et ici, pour la première fois, nous avons les photos et nous avons la biographie de chaque juif. C'est énorme pour les juifs de Tunisie de voir ça en 1946. Il avait, je crois, qu'une cinquantaine de photos qu'il a pu publier, mais la liste est un peu plus grande. C'est un travail qui était très intéressant. Et il y a même quelque chose qui est très intéressant qu'on a trouvé récemment. Ça, c'est des documents de 1942, mais il y a même de 1943. C'est des autorisations d'entrée en Tunisie pour les Juifs. Ça veut dire d'entrer, de sortir de la Tunisie pendant l'époque de Vichy et pendant l'époque des Allemands en Tunisie. C'était, je pense, je peux dire, c'était facile. Ça veut dire c'est des choses qui ont été faites. Avec ces sources, il y avait deux chercheurs, deux chercheuses qui ont fait un travail qui est très riche et très important. Le premier, c'est la mémoire de Nadine Chili, qui était une de mes étudiantes à l'université hébraïque, qui a travaillé sur la correspondance de la famille Gay. C'est un travail qui malheureusement n'est pas publié. Et le mémoire de Liat Cohen, qui a, sur la vie quotidienne, qui a interviewé une centaine de femmes juives sur la vie des femmes en Tunisie pendant l'occupation allemande. C'est un travail très remarquable et malheureusement n'a pas été publié encore. Et pour les Français, il n'y a qu'un tout petit chapitre dans le livre de Serge Le Barbara qui est très intéressant. Et récemment, il y a un jeune chercheur italien brillant qui s'appelle Martino Uffizi qui a publié sur la Grana en Tunisie, un très grand travail de 700 pages, vraiment quelque chose d'immense, et il parle de cette période-là de l'occupation allemande. Donc maintenant, je vais essayer de voir quel était l'état des populations en Tunisie durant l'occupation allemande, et après ça, je parlerai des Juifs, et on va faire quelques comparaisons. Donc, la campagne de la Tunisie est très connue, et pour nous tous, celui-là qui a vécu cette période-là, et les historiens qui travaillent sur cette époque-là. Donc il y avait une situation du combat au nord de la Tunisie, au sud de la Tunisie, mais les gens étaient dans un peur de ne pas savoir combien de temps ça va durer. Ça veut dire, tout le temps on parlait de la guerre, mais on ne savait pas exactement où se trouvent les troupes, qui est avec les Américains, d'où arrivent les Anglais. Tout ça n'était pas encore connu pendant la guerre parce qu'il n'y avait que les Allemands qui ont contrôlé les journaux et qui ont contrôlé même les postes de radio, comme nous le savons. Et Clément Houry parle de la peur. Toute la population vit des moments pénibles et on se demande quand cette anxiété disparaîtra. Ok. Et comme on a confisqué sa villa, il a dit ma femme et a envoyé par mesure de précaution les enfants à Tunis et à l'Ariane. Il y a un peu toujours dans la communauté juive de cette situation de la guerre. Et il y avait les bombardements. Tant que je sais du journal de Clément Houry et de toute la correspondance de la famille Guez, les bombardements étaient les événements le plus difficile pour toutes les populations. Ce n'était pas que pour la population juive, parce que les bombardements étaient les bombardements des Alliés. Ils n'avaient pas d'objectif pour trouver la population juive. C'était dans toute la Tunisie, notamment dans la ville de Tunis et la Ouina et des autres places. Et ça a touché toutes les populations. Donc, Clément Houry nous dit chaque fois, et je vais vous montrer quelques exemples, et ça a touché les Arabes, les Français, il y avait ici et là-bas des bombes, et même des Allemands. Ça veut dire que les Allemands étaient l'objectif de tous ces bombardements. Mais ce qui est intéressant, c'est voir l'intensité de ces bombardements. Ça veut dire que pendant 6 mois, la Tunisie a été bombardée. Ce n'est pas un jour ici, un jour là-bas, c'était presque tous les jours, et on ne savait pas exactement si ce sera le matin, si ce sera le soir, s'il y a de la pluie, s'il y aura des bombardements ou sinon, mais toujours il y avait des changements. Et un des plus graves bombardements concernant la communauté juive de Tunisie, ce n'était pas vraiment la communauté juive, c'était des réfugiés de Libye. C'est le bombardement de la Mars, le 10 mars 1943. La plupart des victimes dans cette période furent touchées par des bombardements. Ça veut dire qu'il n'y avait pas, comme je dirai plus tard, des exécutions des Juifs pendant cette époque-là. Donc, dans le journal de Clément Houry, il parle de 5 décembre 1942, une trentaine de morts, quarantaine de bombes, plusieurs victimes
ont été enregistrés. C'est incroyable de voir chaque fois, il nous parle, il sait exactement les places, il peut donner exactement les noms. Et un de mes étudiants a fait déjà des années le plan du place Carnot et à Sfax, et on connaît maintenant chaque famille qui habitait à Place Carnot. Et ça, c'est le Place Carnot, des photos que nous avons après le bombardement des Alliés pendant cette époque-là, les bombardements de Tunis. Et la liste des victimes qui est décédée à la Marsa et donnée par Marc et Felous de 10 mars 1943, tombe et avec le signe des avions de 10 mars, il y avait une cinquantaine de morts. Presque tous c'était des réfugiés tripolitains, juifs tripolitains qui sont venus à la Marsa. Encore une fois, la Marsa, toujours on voit le signe des bombes. C'est très intéressant, ça veut dire que la communauté juive a voulu dire que voilà, ces juifs ont été tués pendant la guerre par le bombardement. Et pour les musulmans, encore une fois, de Clément Houry, en novembre 1942, 4 morts musulmans, 2 jeunes filles, le père, la mère, et tout ça, et ça revient chaque fois et chaque fois. Une histoire que je ne connais pas encore assez, c'est le bombardement de la ville de Bizerte le 24 novembre 1942, et il nous parle de toute la communauté, ça veut dire juifs, musulmans et français, qui ont quitté la ville de la Marsa. Et ils sont venus à Tunis, et ils peuvent regarder qu'est-ce que moi, comme un petit jeune, et qu'est-ce que je vais faire, je n'ai rien fait, c'est terrible. Tout simplement, je ne sais pas quoi faire moi comme juif, comment aider les autres juifs, mais il y a même les musulmans, il y a même les Français qui sont venus à Tunis. Je n'ai pas trouvé encore des documents exactement à expliquer ce qui s'est passé et pourquoi il n'y a que Bizerte qui a été évacué à cette époque-là. Et il y a certainement la coupure d'électricité en Tunisie. Ça a été presque toutes les semaines, un jour après jour. Et il y avait des bombardements, des transformations. Il parle de transformation électrique de rue Besançon qui était bombardée, donc il y avait du pain. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de lumière à la maison, donc je n'ai pas pu écrire. Et ça continue, ça continue. J'ai trouvé qu'une photo, et pour essayer d'expliquer les coupures d'électrique, c'est de cette photo. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'occupation allemande, mais c'est la seule photo de voir une bougie Shabbat à la maison. Ok, je ne sais pas, mais c'est la seule photo que nous avons eue. Donc, pour arriver à la conclusion de cette part, toutes les populations en Tunisie ont souffert pendant cette époque-là. Il y a encore énormément de choses qu'on peut ajouter, le marché noir, l'augmentation des prix des produits et tout ça. Le travail était très limité, ça veut dire que les gens n'ont pas pu aller au travail, ça dépend où. Et on n'a pas pu vraiment d'être comme d'habitude. Mais je crois que pour les Juifs, il y avait quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'il y avait tout ce que je dis jusqu'à maintenant, mais il y avait, comme vous le savez, les Juifs étaient l'objet des Allemands. Ça veut dire que les Juifs avaient quelque chose de spécial, quelque chose d'unique avec les Allemands. Il y avait les confiscations, il y avait le recrutement qu'on a parlé de main-d'œuvre juive. C'était quelque chose à partir du 6 décembre 1942, quelque chose qui était uniquement pour les Juifs, mais on sait qu'il y avait même des musulmans qui ont travaillé dans des camps du travail. Il y avait l'étoile jaune, il y avait les amendes, et il y avait le peur des Allemands. Ça veut dire, je ne sais pas si en 1942, ça veut dire, peut-être début 1943, les Juifs en Tunisie savaient exactement ce qui se passe en Europe à cette époque-là. Et quelle peur ils ont eu vraiment s'ils savaient que vraiment il y a quelque chose qui se passe en Europe. Je peux vous dire qu'avant la guerre, ça veut dire dans les journaux, les Juifs de Tunisie connaissent exactement ce qui s'est passé en Allemagne. Mais pendant la guerre, de voir toute cette extermination, je ne crois pas que les Juifs le savaient. De toute façon, on ne parle pas. Et de ça, Clément Houry, de temps en temps, il dit quelque chose, peut-être il y a... Et je crois que l'absence de soutien des familles enrôlées au travail et obligatoire était très difficile. Je ne sais pas s'il y avait 3 000, 4 000 ou 5 000 juifs qui étaient au travail et forcés au travail obligatoire, mais quand même, c'est une absence pour les familles.
C'est un absence très difficile. Ça, c'est la plus belle photo que je connais de le recrutement de main-d'œuvre juifs. Clément Houry, dans ce journal, parle de cette photo. Ça veut dire qu'il parle que les Allemands, pendant que les Juifs venaient à côté de l'école de l'Alliance, les Allemands étaient sur les balcons, prenaient des photos des Juifs qui étaient en bas. Et donc ici, la première fois, on voit cette photo-là. Ça, c'est des photos qui sont très connues. Et certainement l'étoile jaune, des photos qu'on voit vraiment, l'étoile qui n'étaient pas dans toute la Tunisie. La confiscation des maisons, on voit ici, on parle de la maison qui était... Toutes les villes qui étaient à Crémioville, tout ça c'était pour l'armée, les officiers de l'armée allemande, de Wehrmacht, et pas pour le Gestapo. Et Clément Houry dit, depuis le 13 au soir, je suis chez Guez, dans une chambre des enfants de face. Il y a chez Guez, et on est 5 familles maintenant à ce moment-là. Ça veut dire qu'il n'y avait qu'une ville qui n'était pas confisquée par les Allemands, et tous les Juifs étaient chez lui à sa maison. Pour essayer de finir, quand même, j'ai parlé de choses qui étaient uniquement pour les Juifs, mais il faut voir la comparaison avec ce qui s'est passé en Europe. Les Juifs n'étaient pas regroupés dans un ghetto à Tunis. Il y avait à peu près 50 000 Juifs à Tunis. On ne connaît pas l'image, on ne connaît pas la situation qui était connue en Europe, que les Allemands essayaient de regrouper les Juifs et les mettre dans un ghetto pour les contrôler. Au contraire, je crois que les Allemands ont voulu laisser les Juifs comme ils sont là-bas, parce que les Juifs étaient très importants pour les Allemands. Ça veut dire toutes les maisons, les vélos, les postes de radio, la nourriture, les matelas, tout ça est venu des Juifs. Ils n'ont pas touché ni les Arabes, tant que je sais, certainement pas les Français. Ça veut dire que les Juifs sont un élément vital, un élément vital pour les Allemands en Tunisie. Et c'est pour ça que c'est difficile de les regrouper ensemble, de les mettre ensemble dans un ghetto dans la ville de Tunis, ou à Sfax ou à Sousse, et il faut les laisser comme ça. Ce qui est encore intéressant, c'est qu'on ne voit pas de violence des Allemands contre les Juifs. Comme vous le savez, peut-être sinon je vais le dire, il n'y a que 2 cas où les Allemands ont exécuté des Juifs. Que 2 cas dans tous les mémoires des dirigeants de la communauté, chez Clément Houry, tout ça. On ne parle pas d'extermination des Juifs de Tunisie. Au contraire, je vois, il y a des fois même des gestes que les Allemands font envers les Juifs. Et un Juif nous dit qu'il était dans un camp, il était malade, il avait un flux, et il y avait un Allemand, un officier allemand, qui dit « Voilà, aujourd'hui ne sors pas au travail, prends mon manteau et reste ici. Demain, tu vas sortir au travail. » C'est des choses qui ne sont pas assez connues d'autres pays. Et même, je crois que la question de déimmunisation des Juifs n'était pas encore connue en Tunisie. Dans le journal, dans les rapports de Walter Rauff, il parle qu'une fois qu'il faut accuser les Juifs pour la situation en Tunisie, pour la destruction de la Tunisie. Donc il faut accuser, il va diffuser des traces dans la Tunisie et dire, voilà, regardez, toute cette situation est à cause des Juifs. Maintenant, on va prendre l'argent des Juifs et on va reconstruire la Tunisie. Mais il ne parle pas du mal du Juif. Pas du tout. Ça veut dire, c'est pas qu'il a aimé les Juifs de Tunisie, c'était pas. Mais les Juifs étaient quelque chose qui était nécessaire pour les Allemands et en Tunisie. Et les écoles d'alliance, comme vous savez, étaient ouvertes. Et les Juifs qui pourraient aller au travail. Clément Houry parle chaque jour. J'ai pris le tramway, j'ai rentré à la ville, j'ai travaillé, je retournais. Aujourd'hui, il y avait un bateau qui rentrait. On a pris le bateau, on a fait ça et ça. Donc, c'est quelque chose ce qu'il peut faire, ce qu'il peut travailler, le travail. Donc, pour conclure, et avec ça, je termine. Je crois que cette période de 6 mois était très courte et très complexe. Nous avons aujourd'hui élargi nos perspectives sur cette période-là et voir que ce n'a pas été que uniquement les Juifs. Aujourd'hui, je crois que les options de recherche de ce qui était avant, il y a 10 ans ou peut-être plus, sont beaucoup plus grandes. Et il faut aujourd'hui, ce que j'essaye de lire, il faut relire la période, il faut reparler sur cette période-là, il faut essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé pendant cette période-là. Très court, très vite, je vous remercie.
Chers amis, je crois que nous avons entendu beaucoup de bonnes choses et intéressantes choses de nos différents orateurs. Avant de passer la parole au public pour des questions, je voudrais vous dire qu'il y a une série de choses qui, personnellement, m'apostrophe et dont on n'a pas trop parlé. L'attitude de la population musulmane à l'égard des Juifs, et notamment d'Ubé Monsef. Je voudrais vous signaler que dans les listes de déportés qui ont été dressées, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, au départ de la Tunisie, il y avait de nombreux Juifs, mais je vous le signale, et c'est très peu connu, un certain nombre de musulmans tunisiens qui ont été déportés. J'aimerais qu'à un moment donné, on puisse dire deux mots de l'amiral Esteva et de son attitude, car il n'a pas toujours été très net, le résident général. Notre ami Sadoun a parlé de 2 morts. Oui, c'est vrai qu'il y a eu 2 personnes froidement, 2 jeunes gens, hein, oui. Froidement assassinés parce qu'il y en a un qui ne marchait pas assez vite, il était malheureusement boiteux, qui a été donc assassiné, etc. Mais indépendamment de ces 2 personnes qui ont été tuées effectivement sur place, il y a eu quand même des déportés et des gens sauvagement assassinés. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler si une question se pose là-dessus. C'est la famille Semla qui a été 3 personnes qui ont été exécutées à la hache en Allemagne. C'est quelque chose qu'on pourra éventuellement évoquer. Il y a également la question des justes. Vous savez, on se pose toujours la question, comment se fait-il que bien qu'il y ait eu de nombreux musulmans auquel a été attribuée la médaille des justes, la fameuse médaille de Yad Vashem. Et quand je dis musulmans, ça veut dire des Turcs, des Albanais, des Bosniaques. Il n'y avait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jamais eu d'Arabes ayant la médaille des justes. En 2014, pour la première fois, un Arabe égyptien a eu cette médaille. Mais malgré différentes demandes, en tous les cas, aucun Tunisien musulman n'a été récompensé par la médaille des justes. Il y a également quelque chose qu'on pourra éventuellement éclaircir. Est-ce que oui ou non, la communauté juive organisée, dont Moïse Borgel était le président, a été ce qu'on appelle en Europe centrale un Judenrat, oui ou non, c'est-à-dire un organisme à la solde des Allemands, et peut-être évoquer la mémoire de Young Pérez, qui a été, vous le savez, déporté à Auschwitz, qui est un Tunisien célèbre, champion du monde, mais qui n'a pas été arrêté en Tunisie. Donc ça fait partie des gens qui ont été arrêtés, mais ailleurs. Donc on a des questions éventuellement, peut-être qu'on n'en parlera pas, hein, mais voilà. Alors écoutez, on va prendre les questions du public et puis on verra quel orateur, quel intervenant veut y répondre. Vous avez la parole. Micheline Cohen. Je suis très étonnée qu'on ne parle que de la Tunisie et pas de l'Algérie, ni du camp de détention de Bedeau, où mon père a été martyrisé pendant plusieurs mois. Oui, madame, vous avez raison, on va quand même parler de ce que vous dites, mais c'est parce qu'au départ de l'organisation de ce débat, on avait l'intention de parler que de la Tunisie et du livre de Mémy, et c'est venu après. Donc voilà, on va parler du camp de Bedeau. Bedeau. Qui est-ce qui veut, chers amis, dire un mot sur le camp de Bedeau si vous connaissez le sujet? Haïm? Bonjour. Je vais en parler parce que j'ai écrit un livre l'an dernier sur justement l'incarcération des Juifs d'Algérie, des jeunes Juifs d'Algérie à Bedeau. Et il y a eu... Quel est votre nom? Richard Benaïm. Richard Benaïm. L'année dernière a été publié par Antoine Spire, le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le journal du soldat juif, qui raconte la guerre de mon père, et en particulier son incarcération à Bedeau. Il y avait 12 camps d'internement entre la Tunisie, l'Algérie particulièrement et la Tunisie, d'internement pour les jeunes juifs soldats, pour les écarter, afin qu'ils ne rejoignent pas les forces américaines qui avaient débarqué en 1942. Alors si on parle de la Shoah, moi je ne savais pas que ça ne concernait que la Tunisie, c'est pour ça que je suis venu. Je pensais que ça concernait toute l'Afrique du Nord. La Shoah était préparée en Algérie parce que mon père de ses yeux a vu des officiers allemands venir à Bedeau, et donc on tout laisse présager, bien entendu, ils n'y ont pas fait de confidence, que les 12 camps qui existaient
avait pour but non pas de les garder comme des clubs méditerranéens, mais de devenir des camps d'extermination. Donc la Shoah, ça me semble être le vrai sujet de cette conférence. La Shoah était, la Shoah était préparée en Algérie, au moins en Algérie. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a tout un chapitre sur Bedeau. Merci, madame, d'en parler. Redites, monsieur Benahim, le titre de votre livre. Le journal du soldat juif. Le journal du soldat juif. Édité par Antoine Spire. Voilà, c'est noté. Vous avez oublié de dire qu'il y avait une ville qui s'appelle Sousse, qui est un port. Ça ne marche pas là. Et là, moi, je suis né le 25 mars 1944. Donc, j'étais conçu... Un petit jeune. Très jeune. J'étais conçu en 43, après 9 mois, je crois. Alors, donc, mon père m'a raconté ce qu'il avait vécu. C'est très simple. Ils étaient tous obligés d'aller se pointer à 7 heures du matin à la commandature. Ils étaient avec leur petit repas que leur femme avait fait la veille ou juste avant, et ils allaient manger sur place, et puis retourner voir leur femme et leur maison, souvent en banlieue, puisque moi, Sousse était occupé par les Allemands, et donc il y avait beaucoup de personnes qui quittaient Sousse pour habiter ici et là. Et je reconnais aussi quelque chose de formidable. Une famille musulmane avait hébergé toute notre famille à Moknid, où je suis né d'ailleurs. Bon, ça c'est un témoignage très particulier. Il y avait aussi 2 bateaux, mon père me l'a dit, 2 bateaux qui sont partis de Sousse vers destination inconnue, donc ils ne sont jamais revenus, puisqu'il y avait, moi je me rappelle de mon enfance, j'étais petit, il y avait une personne qu'on considérait comme folle. J'ai appris, quelques années après, qu'en définitive, elle avait perdu toute sa famille dans cette déportation qui n'a pas été révélée nulle part que par ce témoignage que j'ai vécu moi-même. Et d'autre part, il y avait aussi dans ce bateau, pour ma propre histoire de mon père, qui m'a raconté, ils prenaient des pierres d'un côté, ils les mettaient là, sur la plage, puis après, ils faisaient ça toute la journée. Alors, mon père, ce héros, j'allais dire au sourire si doux, ce héros, il avait pas compris à quoi ça servait. Et vous avez dit quelque chose d'essentiel, c'est que effectivement les Anglo-Américains bombardaient les ports et les plages, pensant que, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité qu'on a actuellement de savoir qui est qui, de voir des gens s'agiter donc sur la plage, et ils croyaient que c'était des Allemands qui étaient pas habillés, c'était des civils qui étaient là et se faisaient tuer. Alors voilà ce que je voulais dire. Et là, Madame Simone Veil, à qui je rends un très grand hommage, je lui ai raconté cette histoire. Elle ne savait pas. Elle, pourtant, elle était assez au courant. Et y compris même Glasfeld, qui avait ces 2 bateaux, peut-être 3 ou 4, mais enfin moi j'ai su que c'était 2 bateaux, à travers les témoignages de mes sœurs qui étaient plus âgées et mes parents, qui avaient les 2 bateaux qui ont été partis. Et mon père, alors je reviens à moi-même et puis j'arrête. Oui, j'arrive très vite. Mon père m'avait dit que à un moment donné, les bateaux, les avions frappaient partout. Ils avaient décidé, les Allemands, monter tous sur le bateau, qui était réservé destination inconnue. Il y a eu panique à bord, tout le monde est sauvé, et puis me voilà. Bravo. J'ai été conçu comme ça, voilà. Merci beaucoup, monsieur de Sousse. Qui veut... Qui parle là? Ah, d'accord, voilà. Je n'avais pas vu. Concernant la ville de Sousse, je voudrais quand même... qui parle a écrit un ouvrage sur justement Sousse. Voilà. C'est pas pour m'enorgueillir de quoi que ce soit, mais c'est un travail de thèse qui a duré 7 ans quand même de recherche. Et c'est vrai ce qu'on raconte, mais tout à fait en partie. En fait, il y avait des notes qui venaient de la surveillance française et donc qui dirigeaient localement. C'était l'alliance entre les Allemands et les Français, et les commandants qui dirigeaient justement la main-d'œuvre juive de Sousse étaient des Français, mais acharnés. Donc à ce moment-là, on disait il faut mettre les Juifs au port parce que
justement, c'est le moment où on sait très bien que les troupes anglo-américaines vont frapper et c'est le moyen de les faire tuer. Donc ce travail inutile qu'on leur demandait, de transporter les pierres à droite et à gauche, était fait dans ce but. Bon, mais le but n'est pas, c'est juste pour apporter quelques renseignements supplémentaires. Donc la coalition entre les équipes françaises de Vichy, naturellement, et les équipes allemandes est très forte dans cette région. Mais indépendamment de cela, c'est sur la démarche du professeur Haïm Sadoun que je voudrais revenir. En effet, il est très intéressant aujourd'hui, je crois, Haïm, de voir comment ont vécu ces populations. Mais le fait de savoir comment ils ont vécu par rapport à quelques documents que tu nous as montrés, est-ce que cela justifie qu'on laisse de côté les réalités et les souffrances infinies de la population juive de Tunisie, d'Afrique du Nord dans sa totalité, mais de Tunisie sous l'occupation allemande, nazie? Je ne sais pas si on ne doit pas faire la part des choses, parce que c'est vrai. Bon, voilà. Donc ça, c'est très important pour nous, parce qu'il y aura une exposition, et je voudrais vous le dire, le 7 mai à la mairie du 4e, sur les Juifs de Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des documents, des photos et surtout des télégrammes qui montrent bien la détermination des Allemands d'exécuter le programme de la Shoah en Tunisie. Merci. Je crois que Guy Dugas, avant de prendre Bernard, voudrait dire un tout petit mot sur les évasions qui se sont produites dans les camps et qui étaient beaucoup plus nombreuses qu'on le croit. Enfin, Guy. Bon, Memmi fait dans son journal de guerre le point sur tous les camps tunisiens. Je pense qu'il a dû circuler des uns aux autres et avoir des témoignages sur place avec le décompte des personnes qui sont dans ces camps. Et alors, d'abord, il n'utilise jamais le titre, je vous l'ai dit, de l'ouvrage qu'il pensait consacrer ou des articles qu'il pensait consacrer à cela et qui n'ont jamais été publiés, c'était Journal d'un travailleur forcé. Et donc, ce qu'il utilise, lui, c'est des camps de travail forcé. Hein, je suppose que c'est ce qui se disait à l'époque, et de fait, c'est ce dont il témoigne ici, le travail forcé. Les travailleurs étaient obligés de travailler, casser des cailloux sur les routes, creuser des fossés, etc. Et il fait détail, camp par camp, du nombre de personnes figurant et du nombre de personnes à la fin, au moment où lui s'évade. Et dans un camp, il y a à un certain moment 400 prisonniers et à la fin il n'en reste que 65. Tous se sont évadés dans la nature. Hein? Alors c'est pour ça que je parlais d'ailleurs tout à l'heure, et j'ai été repris à ce sujet par un historien, je ne conteste donc pas, d'occupation italo-allemande. Parce qu'il y a eu des camps sous tutelle allemande, et notamment le camp de Bizerte, qui était terrible au point de vue de la discipline. Et il y a des témoignages qui en attestent. Et d'ailleurs, le livre de Guez, dont tu parles, c'était Bizerte. Hein, et il y a des choses atroces dans ce livre-là. Les camps italiens, ça tenait, je pense qu'il y a un chapitre que Memmi intitule une comédie tragique ou quelque chose comme ça, une comédie dramatique sur les camps de travail en Italie. Certains des gardiens étant d'ailleurs à l'origine des Italiens de province du nord de l'Italie, annexés de force par l'Allemagne, et qui donc n'avaient pas une grande sympathie eux-mêmes pour les Allemands. Chers amis, on va être obligé de clore. On va d'abord donner la parole à ce monsieur, puis à Dan qui veut dire un mot, et là je viens de voir une dame. Le micro est... Voilà.
On a le droit encore à 10 minutes. Oui, vous avez mentionné les camps de Bizerte. Justement, mon père était pharmacien amateur. Il était chargé de la santé des prisonniers. Et mon nom, il s'appelait Maurice Taïeb, pharmacien amateur, oui. Et donc, il avait trouvé une astuce qui était remarquable, parce que je me rappelle, j'en ai entendu parler après, à le moment de la Libération. Il déclarait que certains de ces prisonniers avaient des maladies contagieuses. Et ça terrorisait les Allemands. Et ils étaient libérés immédiatement. Voilà ce que je voudrais ajouter. Dan, short, please. J'aimerais faire quelques commentaires sur plusieurs choses qui ont été dites ici. On peut voir qu'il y a des choses qui montrent que la mémoire et l'histoire sont des choses dont on débat beaucoup. Je suis un historien. Le professeur Dugas dit qu'il n'en est pas un. Moi, j'en suis un. Et je traite de la Shoah dans son ensemble. Et nous avons vraiment beaucoup de documents et de témoignages. À Yad Vashem, nous avons 200 millions de pages de documents écrits et des dizaines de milliers de témoignages. Donc, tout d'abord, lorsque l'on parle de ce sujet et de la perspective d'aujourd'hui, tous les pays d'Afrique du Nord sont mis dans le même sac. Et c'est faux. Chaque pays était différent. Il y avait un régime différent, une occupation différente, et se sont développés de façon différente. Et ça, c'est une chose. Et donc, parler de l'Afrique du Nord de façon générale et faire des généralisations, c'est faux. Et on peut expliquer pourquoi c'est fait, mais ce n'est pas approprié. Deuxième chose, il n'y avait pas de camps d'extermination en Afrique du Nord. En tout cas, ils n'étaient pas prévus. Les camps d'extermination étaient un terme allemand utilisé en interne. Il y en avait 6 sur le territoire polonais et un autre en Union soviétique. Et il y avait beaucoup d'autres camps où les Juifs ont été tués, mais pas exterminés. Mauthausen n'était pas un camp d'extermination, mais des milliers de personnes sont mortes là-bas en raison du travail forcé qui a été sans intention particulière. C'était un travail forcé parce que les Juifs étaient des Juifs et on veut s'en débarrasser, mais cela ne faisait pas partie d'un meurtre systématique. Et la perspective d'Europe occidentale, c'était de dire que les meurtres n'avaient lieu que dans des camps d'extermination. Mais en fait, la moitié des victimes de l'Holocauste ont été tuées dans des fosses en étant tuées directement dans le sud de la France, avec les collaborateurs et dans d'autres endroits. Donc, il y avait des meurtres réalisés de différentes façons. Et comme je l'ai dit, cela devrait être inclus dans la Shoah, ce qui s'est passé dans l'Afrique du Nord, parce que cela a été sous l'influence de l'Allemagne. Il y avait déjà un décret qui établissait une union générale des résidents juifs d'Algérie, mais elle n'a pas été matérialisée étant donné l'arrivée des Alliés et leur débarquement. Donc c'était l'influence des Allemands sur Vichy et sur l'Algérie. Et ce que Walter Hoff a fait en Tunisie, c'est de commencer à réformer la communauté juive locale. C'est-à-dire qu'il y avait des conseils juifs identiques dans toute l'Europe. Mais cela ne s'est pas passé au Maroc parce que la situation était tout à fait différente. Et on a bien sûr également le destin des Juifs d'Afrique du Nord qui sont venus plutôt
en Europe avant l'occupation ou pendant l'occupation. Mes parents ont été tous les deux à Bergen-Belsen avec des Juifs de la Libye qui avaient une citoyenneté britannique. Ils avaient été amenés par les Italiens à Fossoli en Italie, et lorsque les Allemands sont entrés en Italie après le changement de régime en septembre 1943, ces personnes ont été amenées à Bergen-Belsen à des fins d'échange avec les Allemands à l'étranger. Mes parents avaient demandé un visa pour la Palestine avant la guerre, et ils étaient sur la ligne, mais ils ont été sur la liste et ils ont été envoyés à Bergen-Belsen pour cela. Donc il y avait un destin commun, mais suite à certains développements. Donc il ne faut pas tout mélanger dans ce contexte. Mais ce que je voulais dire, c'est que en partie, les idées et les méthodes allemandes ont été mises en œuvre. Et même en Tunisie, il y avait des endroits où il fallait porter l'étoile jaune, mais pas d'autres. Donc, on ne peut pas généraliser. Donc, c'est pour ça que ça ne fait pas partie du plan de mise en œuvre de la solution finale. Cela fait partie de la Shoah, mais ce n'est pas la même chose parce qu'on n'utilise pas les bons mots, on les mélange. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, en tous les cas, on pourrait rester là ensemble jusqu'à la fin du jour. Dernier. Allez. Bon, je travaille... Je vous rappelle que vous pouvez obtenir les ouvrages de nos auteurs tout à l'heure. Hein. Donc, madame... Voilà, je travaille pour le musée de l'Holocauste de Washington et j'ai passé 4 ans à classer des fonds du ministère des Affaires étrangères. Ah, vous n'allez pas nous faire une quête? Pardon? Bon, non, mais Haïm a travaillé sur les mêmes documents que j'ai classés et je suis un peu étonnée de ses conclusions parce qu'ils sont, il a écarté comme source, bon, les autorités françaises qui, ils ont beau être des autorités françaises, ils avaient fait des enquêtes pour savoir ce qui se passait. Et je ne crois pas qu'ils avaient les mêmes conclusions. Il y avait un conseil supérieur d'enquête après pour épurer les gens qui ont collaboré. Et il y avait des gens de la communauté juive. Et malheureusement, il y avait une partie de la communauté juive qui a profité de leurs compatriotes. En plus, l'amende était payée, mais il y avait de l'aide des autorités françaises pour emprunter la somme d'une banque française en Algérie. En plus, déshumanisation, si on met des otages dans une synagogue en disant que si dans 24 heures vous n'avez pas 3000 travailleurs devant nous, on vous exécute, c'est quand même un peu pression. Bon, je ne vais pas élaborer toutes les différentes. Aussi, dans le livre de Sattloff, que vous l'avez lu, il parle d'un camp de travail forcé où la punition, c'est d'enterrer un homme jusqu'au le cou toute la nuit et le couvrir avec du miel pour que les bêtes commencent à le piquer. Mais bon, c'est des détails, mais je n'arrive pas aux mêmes conclusions que vous. Voilà. Bon, ben écoutez, je crois qu'on peut remercier nos différents intervenants. Et encore une fois, leurs ouvrages sont à votre disposition. On les applaudit.